Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Dans les confins absolument oubliés, délaissés par la grâce divine et balayés par les vents éternels de la vallée inhospitalière et poussiéreuse de Dust Hollow, une terre ingrate, craquelée et brûlée par le soleil où les éléments déchaînés ne cessaient jamais, jour après jour, de sculpter le sol aride en une mosaïque infinie et désespérante de rêves brisés et d'espoirs anéantis, se dressait, telle une sentinelle moribonde et tragique témoignant d'une époque révolue, une vieille grange. Gigantesque à moitié effondrée dont la charpente en bois pourri, noircie par l'humidité et attaquée voracement par les termites et l'usure impitoyable du temps, gémissait tristement, continuellement et lugubrement sous le poids accablant des années de négligence totale et de l'abandon absolu, et c'est précisément, exactement et fatidiquement au cœur de ce décor apocalyptique digne de la fin du monde, sous la lumière crue, impitoyable, aveuglante et presque solide d'un après-midi d'automne. Finissant qui annonçait déjà, par la morsure du froid dans l'air, les prémices inévitables d'un hiver rigoureux, long et potentiellement meurtrier, qu'une silhouette imposante, massive, sculpturale et totalement inébranlable se découpa soudainement et dramatiquement contre le disque rougeoyant et déclinant du soleil couchant, projetant une ombre longue, sombre, dense et autoritaire qui s'étirait comme une main géante et possessive sur le sol jonché de paille sèche, de poussière d'or, de débris agricoles rouillés et tordus et de souvenirs impalpables d'une vie antérieure brisée, marquant ainsi l'arrivée spectaculaire, théâtrale et décisive de Mav Callahan, une veuve solitaire, mystérieuse et redoutée dont la réputation de dureté implacable, d'intransigeance absolue face à la médiocrité et de résilience surhumaine face à l'adversité n'était plus à faire dans tout le comté et résonnait même bien au-delà des frontières de l'État, qui brisa soudainement, violemment et sans avertissement le silence pesant, lourd, étouffant et presque religieux de la grange en déclarant d'une voix grave, profonde, rocailleuse comme le lit d'une rivière asséchée depuis des siècles et totalement dénuée de toute hésitation, de tout tremblement ou de toute incertitude qu'il lui fallait impérativement, urgemment et sans délai, pour la survie économique et physique de son exploitation menacée, un époux capable, fort et dévoué pour tenir ces terres vastes, sauvages, indomptables et exigeantes et que lui, l'homme brisé, solitaire, ruiné, vaincu et visiblement au bout du rouleau qui se tenait devant elle, tête basse, au milieu des ruines fumantes et symboliques de sa propre existence gâchée, avait désespérément, urgemment, vitalement et viscéralement besoin d'une fille robuste, vivante et pleine d'avenir pour donner un semblant de sens, de direction, de lumière et d'espoir à son existence misérable, vide, grise et totalement dénuée de futur ou de perspective. Cette déclaration abrupte, directe, crue et sans fioriture diplomatique, tombait comme un couperet d'acier froid, lourd et tranchant dans la chaleur étouffante, immobile, saturée de particules et poussiéreuses de la grange silencieuse, provoqua un tel choc psychologique et physique que les doigts gourds, rigides et douloureux d'Eli Harper, un cow-boy usé prématurément par le chagrin, la perte et les épreuves incessantes dont les mains calleuses, couvertes d'ampoules sanguinolentes, de cicatrices anciennes et tremblantes de fatigue chronique, s'ouvrirent involontairement dans un réflexe purement nerveux de stupeur totale, laissant tomber sa vieille pelle aux manches polies par l'usage qui heurta le sol de terre battue avec un bruit mat, sourd et définitif qui résonna comme un coup de tonnerre dans le vide, et son souffle fut littéralement, physiquement coupé, suspendu douloureusement dans sa gorge serrée et nouée par cette audace brute, inattendue, sauvage et presque violente. Car personne, absolument personne, aucun être vivant dans cette région désertique et fermée où les cœurs des hommes étaient aussi secs, fermés, arides et durs que la terre stérile qu'ils cultivaient, n'avait osé manifester une telle franchise brutale, directe, honnête et presque chirurgicale à son égard depuis des années interminables de solitude et d'isolement, le laissant momentanément stupéfait, hébété, la bouche entr'ouverte cherchant l'air, les yeux écarquillés par l'incrédulité, figés sur place comme une statue de sel biblique au milieu de la poussière dorée et tourbillonnante qui dansait lentement, paresseusement et indifféremment dans les rayons de soleil obliques et tranchants filtrant à travers les planches disjointes, grinçantes, pourries et vermoulues du toit qui menaçaient de s'effondrer sur eux à tout instant. Mav, impériale, dominatrice, maîtresse de l'espace et du temps et ne connaissant visiblement pas le doute ou la peur, ne lui laissa pas le moindre temps, pas même une fraction infinitésimale de seconde, pour reprendre ses esprits confus, pour analyser la situation ou pour tenter de formuler une réponse cohérente et articulée face à cette proposition absurde et surréaliste, s'approchant de lui avec une détermination effrayante, une marche lourde et cadencée et une énergie cinétique palpable qui semblait repousser physiquement l'air autour d'elle, son lourd manteau de laine sombre, grossière et râpeuse claquant au vent violent, glacial et hurlant qui s'engouffrait par les brèches béantes et irrégulières des murs comme un drapeau de guerre déchiré, fier et sale sur un champ de bataille dévasté par les combats sanglants, la boue épaisse, séchée, craquelée et grisâtre maculant ses mollets robustes et musclés habitués aux longues marches interminables et épuisantes dans les pâturages boueux et les collines escarpées, ses cheveux fous, grisés par les soucis,
le temps et le vent, indomptable et emmêlé s'échappant en mèches rebelles et sauvages de son foulard délavé et usé, et son visage aux traits durs, anguleux, marqué profondément par le soleil brûlant, le froid mordant et le vent incessant, semblant taillé, sculpté et érodé dans la pierre même, le granit impitoyable et éternel de cette terre hostile et inhospitalière, affirmant sans le moindre détour diplomatique, sans la moindre douceur maternelle ou adoucissement rhétorique qu'il était totalement, complètement et irrémédiablement ruiné financièrement, battu psychologiquement par la vie cruelle, vaincu par les circonstances adverses et injustes et rongé de l'intérieur, comme un arbre malade, par une solitude si profonde, si noire, si dense, si lourde et si intense, qu'elle lui glaçait les os, la moelle, le sang et l'âme même en plein été sous le zénith brûlant, tandis qu'elle, malgré sa condition difficile, souvent critiquée, jalousée et méprisée de femmes seules luttant avec acharnement dans un monde dominé par des hommes rudes, violents et sans pitié, possédait des terres fertiles, riches et vastes qui ne demandaient qu'à être travaillées avec soin, respect et amour, du bois de chauffage en abondance, empilé et sec, pour survivre confortablement aux hivers les plus rigoureux, glacial et mortel du Wyoming sauvage et une tranquillité d'esprit, une sérénité et une paix intérieure si profonde, si rare, si précieuse et si inaccessible que la plupart des hommes seraient prêts à tuer, à voler, à trahir, à mentir ou à mourir pour l'obtenir ne serait-ce qu'un fugace instant. Elle sortit alors lentement, avec des gestes mesurés, calmes, prémédités et précis, de la poche profonde, sombre et insondable de son manteau élimé par les ans et les intempéries, un papier plié en quatre, jauni par le temps qui passe, par la lumière ou peut-être par l'usage répété et la transpiration de ses mains travailleuses, qu'elle présenta non pas comme une offre généreuse, un cadeau du ciel ou une proposition amiable et négociable, mais comme un ultimatum froid, calculé, commercial. Binaire et définitif, précisant avec une clarté chirurgicale, une diction parfaite et une honnêteté brutale qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté, au rêve ou à l'interprétation qu'il s'agissait d'un contrat de mariage purement transactionnel, pragmatique et utilitaire, sans fleurs romantiques, coloré ni dentelles inutiles et coûteuses, sans alliance étincelante en or ou en argent ni promesse d'amour éternel, passionné et illusoire, sans baisement hypocrite, galant et théâtroué. Sans ces mensonges doux, sucrés, séduisants et empoisonnés que les amants s'échangent habituellement et naïvement dans l'obscurité complice, chaude et rassurante des chambres à coucher pour se rassurer faussement sur l'avenir, promettant simplement, honnêtement, crûment et sans phare du travail acharné, brutal, physique et constant du matin au soir jusqu'à l'épuisement total des corps et des esprits, un toit solide, fiable, protecteur et étanche pour s'abriter des tempêtes violentes, destructrices et effrayantes qui balayaient la plaine sans relâche ni pitié, de la nourriture chaude, simple, consistante et nourrissante dans le ventre après une longue journée de labeur harassant et peut-être, si le destin capricieux, mystérieux et souvent cruel le voulait bien, une enfant, une fille forte, résiliente et courageuse, capable un jour de leur survivre à tous les deux et de porter leur héritage complexe, lourd, douloureux et sanglant vers l'avenir incertain et brumeux. Le seul bruit, unique et lancinant, qui osait troubler cet échange surréaliste, tendu, électrique et déterminant pour leur destin croisé et lié était le sifflement aigu, perçant, mélancolique et presque humain du vent s'engouffrant avec force, rage et violence à travers un trou béant, irrégulier et sombre dans le mur de la grange en ruine, tandis qu'Ellie restait immobile, pétrifiée, le regard vide et lointain, ses mains tremblantes et incontrôlables serrant encore instinctivement, par pure mémoire musculaire, le vide et l'air où se trouvait quelques secondes plus tôt le manche rugueux de sa pelle, ressemblant à un homme perdu, noyé, qui vient de se voir offrir un miracle inespéré déguisé en fardeau écrasant et impossible ou peut-être une malédiction éternelle et fatale déguisée en salut providentiel et lumineux. Maeve, impatiente face à son mutisme prolongé, à son absence totale de réaction verbale et à son hésitation visible et pathétique, jeta le papier froissé sur une botte de foin poussiéreuse à proximité avec un geste de dédain calculé, sec et méprisant, en précisant d'un ton autoritaire, glacial et sans appel que le soleil se coucherait inexorablement dans exactement 4 heures et que c'était tout le temps de réflexion, pas une minute de plus, pas une seconde de grâce supplémentaire, dont il disposerait pour prendre la décision la plus importante, radicale, transformatrice et irréversible de sa vie entière, puis elle tourna les talons avec une précision militaire, une raideur digne, une fierté intacte et une assurance déconcertante, laissant derrière elle des empreintes boueuses, profondes, lourdes et marquées sur le sol de terre battue et sèche et un homme qui, au fond de son être dévasté, vide et en ruine, savait pertinemment, intimement et douloureusement qu'il n'avait plus rien à perdre, plus aucun espoir, plus aucune attache, plus aucune racine dans ce monde cruel, froid et indifférent qui lui avait déjà tout pris, tout volé, tout arraché sans le moindre remords, sans la moindre pitié ni la moindre hésitation. 2 mois plus tôt seulement, Ellie Harper, encore fier, droit et plein de vigueur, chevauchait librement et majestueusement à travers les plaines infinies,
sauvage et magnifique avec de l'espoir plein les poings serrés sur les rênes et des rêves d'avenir lumineux et prospères plein la tête, mais cet espoir fragile et précieux s'était vidé lentement, insidieusement, inexorablement, goutte à goutte, comme le sang chaud, rouge et vital d'une blessure ouverte, profonde et non soignée, après la mort. Tragique, douloureuse, violente et injuste de son cheval fidèle, courageux et compagnon de route inséparable, la disparition soudaine, brutale, traumatisante et inexpliquée de son frère bien-aimé, son ombre, son double et unique famille restante, et le vol ignoble, légal sur le papier officiel mais profondément immoral, dégoûtant et injuste, de son ranch familial ancestral, terre de ses pères, par un banquier de la ville au sourire poli, faux et carnassier, aux dents blanches trop parfaites, costume trop propre et aux mains douces, manucuré et taché d'encre noire indélébile qui manipulait les lois complexes, les contrats obscurs et les hommes désespérés à sa guise pour s'enrichir sans vergogne sur le dos des malheureux et des travailleurs. Mav Callahan, qui observait silencieusement, patiemment et attentivement tout ce qui se passait dans la vallée depuis sa forteresse de solitude, de silence et de pierre, savait tout cela dans les moindres détails sordides, intimes et précis, et l'avait choisi, sélectionné et élu non pour son charme effacé, sa beauté fanée par le soleil ou sa conversation limitée, mais parce qu'elle avait discerné, vu et compris en lui, malgré sa déchéance apparente, sa crasse et sa misère évidente, la trempe rare, précieuse, dorée et presque éteinte du dernier homme honnête, intègre, loyal et vrai de tout Dust Hollow, et qu'elle n'avait absolument pas de temps à perdre, pas une seconde à gaspiller, pas un souffle à dépenser avec des menteurs souriants, des opportunistes cupides, des lâches ou des faibles d'esprit qui pullulaient dans la région comme des rats. Au moment précis, critique et fatidique où le soleil commença à incendier l'horizon immense de couleurs sanglantes, pourpres, violacées et orangées, annonçant le crépuscule, il arpenta le chemin poussiéreux, caillouteux, sinueux et long menant au ranch isolé de la veuve, son nom maladroitement signé d'une main tremblante et hésitante au bas de ce papier contractuel froissé et le vieux couteau de chasse de son père, héritage sacré à la musée, patiné par les ans mais toujours tranchante. Comme un rasoir mortel, attaché fermement et solidement à sa cuisse par une lanière de cuir graissé, non pas parce qu'il craignait un danger immédiat, une embuscade ou une trahison de sa part, mais parce que quelque chose dans l'aura puissante, mystérieuse, magnétique et dangereuse de Mav Callahan inspirait une prudence instinctive, animale, primale, et vous poussait irrésistiblement à rester sur vos gardes, les sens en alerte, prêt à tout affronter, même le diable en personne. Elle l'attendait, immobile, hiératique et silencieuse comme une statue antique, sur le porche surélevé de sa demeure massive, les bras croisés fermement sur sa poitrine dans une posture défensive, fermée, impénétrable et observatrice, se tenant devant un mur impressionnant, géométrique et rassurant de bois de chauffage parfaitement empilé, bûche par bûche, avec une symétrie maniaque, et une maison de pierre massive, solide, grise, austère et imprenable qui semblait construite avec du muscle, de la sueur, du sang, des larmes et de la volonté pure, bien plus grande, vaste, complexe et intimidante qu'il ne l'avait imaginée de loin en la regardant, minuscule, depuis la route principale. Quand Ellie tendit le papier en disant simplement, d'une voix rauque, cassée, basse et fatiguée, qu'il l'avait signé et accepté le pacte faustien, Mav ne fit aucun geste pour le prendre, restant de marbre, se contentant de l'examiner de la tête aux pieds avec ses yeux perçants, froids, intelligents et analytiques qui semblaient lire directement, sans filtre, dans son âme tourmentée et mise à nu, s'attardant sur ses bottes usées jusqu'à la corde, trouée et couverte de la poussière du chemin, et sur la façon dont ses épaules larges et autrefois puissantes s'affaissaient maintenant sous le poids invisible, écrasant et insupportable de trop d'échecs, de deuil non résolu, de regrets et de vie qui avaient mal tourné, avant de lui demander froidement, sèchement, directement et sans émotion apparente, s'il avait toujours cette envie de mourir, de disparaître et d'en finir qui traînait comme une ombre dans son regard fatigué et voilé, car elle refusait catégoriquement, absolument, totalement. Et sans appel d'épouser un homme qui était déjà à moitié parti de ce monde, un fantôme ambulant, une coquille vide ou quelqu'un qui cherchait une sortie facile et lâche par la mort ou l'abandon. Elle expliqua avec une clarté brutale, une vision prophétique, une lucidité effrayante et une exigence totale qu'elle avait besoin de quelqu'un de solide comme le roc, d'indestructible, quelqu'un qui resterait ancré dans la terre, présent et vivant, et qui se battrait férocement, avec rage et sans reculer d'un pouce, quand leur future fille, cet être hypothétique et rêvé, se réveillerait en pleurant à minuit, terrifiée par les cauchemars et les ombres, en demandant naïvement pourquoi ses mains n'étaient pas petites, délicates, douces et jolies comme celles des autres filles de la ville protégée et gâtée, ce à quoi Ellie répondit en déglutissant difficilement, la gorge sèche, sentant le poids immense, sacré et lourd de la promesse qu'il allait faire, qu'il ne partirait pas, qu'il était là pour de bon, qu'il resterait jusqu'à la fin des temps et qu'il tiendrait bon face à tout, face à l'enfer s'il le fallait. Mav hocha la tête une seule fois,
Un geste sec, économique, précis, suffisant et définitif qui valait toutes les paroles, tous les longs discours, tous les contrats écrits et tous les serments sacrés du monde, et ils se marièrent 2 jours plus tard, sans attendre, dans une cérémonie austère, rapide, fonctionnelle, grise et sans joie apparente, avec un vieux fer à cheval rouillé, trouvé dans la terre, cloué au poteau de l'autel en bois brut en guise de symbole païen de chance ou de travail. Acharné, un pasteur nerveux, pressé, tremblant et mal à l'aise qui devait 3 faveurs importantes, anciennes et secrètes à Mav et le vent hurlant, sifflant et pleurant dans les plaines désertiques pour seul cœur, seule musique, seule audience et seul témoin de cette union improbable. Mav ne portait pas de robe blanche virginale, symbole d'une pureté, d'une innocence et d'une fragilité qu'elle ne revendiquait pas et n'avait peut-être jamais eue dans sa vie rude, mais une tenue noire pratique, sévère, sombre, presque funèbre et fonctionnelle, des bottes de travail éraflées par les pierres et la boue et une large ceinture de cuir épais et solide, comme si elle partait en guerre sainte, en croisade ou au combat contre le monde entier plutôt qu'en lune de miel amoureuse. Tendre, tandis qu'Ellie, humble et désemparée, avait simplement nettoyé, brossé, recousu et réparé les seuls vêtements usés et fatigués qu'il possédait encore dans ce monde et peigné ses cheveux indisciplinés, longs et ternes avec ses doigts rugueux, sales et tremblants. Lorsque le prédicateur, intimidé par l'atmosphère lourde, électrique et menaçante, demanda d'une voix tremblante et hésitante si elle prenait cet homme pour époux légitime devant Dieu. Mav l'interrompit brusquement, sans patience, sans pitié et sans respect pour le rituel religieux qu'elle jugeait inutile, en disant d'une voix ferme, forte et décidée qu'elle le voulait, que c'était décidé, acté et qu'il fallait s'y mettre sans perdre de temps en bavardage futile, laissant les gens de la ville, les curieux et les langues de vipères, cachés lâchement derrière leurs rideaux tirés ou rassemblés en petits groupes médisants sur la place du village, chuchoter, spéculer, inventer. Des histoires sordides et pointées du doigt avec mépris, ne comprenant pas, dans leur étroitesse d'esprit, pourquoi cette femme forte, indépendante, riche et fière avait choisi ce qu'ils considéraient avec mépris, dégoût et dédain comme une moitié d'homme, un raté, un perdant, alors qu'elle aurait pu avoir n'importe qui, n'importe quel propriétaire terrien riche, puissant et respecté de la région pour agrandir son domaine. La première nuit de leur vie commune, dans le silence absolu, sépulcral et oppressant de la grande maison en pierre froide, Ellie choisit délibérément, consciemment et volontairement de dormir sur le sol dur, froid et inconfortable en bois brut, non par soumission, peur, masochisme ou humilité mal placée, mais parce que le grand lit conjugal, trônant au milieu de la pièce, lui semblait trop vaste, trop propre, trop doux, trop blanc, trop intimidant et trop permanent pour un homme habitué depuis trop longtemps à l'inconfort des granges, à la paille, à la précarité et à la solitude absolue, et Mav, sans prononcer un seul mot de réconfort, de bienvenue chaleureuse, d'explication ou de reproche amer, lui jeta simplement une couverture épaisse, lourde et rêche en laine, n'attendant de lui aucune douceur romantique, aucune caresse, aucun mot doux, mais seulement du travail, de la sueur, de la loyauté indéfectible et du respect mutuel dans cette alliance de survie. Ils travaillèrent donc du lever au coucher du soleil, sans relâche, sans pause, sans vacances, bâtissant leur vie commune et leur avenir incertain comme on plante un poteau de clôture dans un sol gelé, dur, hostile et résistant, un trou difficile creusé à la sueur du front et au prix de douleurs musculaires, un clou martelé avec force, précision et rage, et une goutte de sang versée à la fois, lui réparant patiemment, méticuleusement et silencieusement le portail nord qui battait au vent et grinçait de façon agaçante depuis des années, remplaçant le bois pourri, graissant les gonds, et elle coupant du bois avec une énergie féroce, masculine, effrayante et inépuisable, maniant la hache lourde avec une dextérité mortelle, plus vite, plus fort et plus longtemps qu'il ne pouvait empiler les bûches coupées. Il lui montra avec des gestes précis, lents, mesurés et patients de pédagogue bienveillant comment réparer une roue de chariot brisée, voilée et inutilisable, et elle lui apprit en retour, sans condescendance mais avec une autorité naturelle et indiscutable, à dépecer un cerf fraîchement tué, encore chaud, avant qu'il ne se vide de son sang et ne gâche la viande précieuse et vitale pour passer l'hiver sans famine, et bien qu'ils ne se touchassent jamais, gardant une distance respectueuse. Pudiques, physiques et émotionnels infranchissables, ils écoutaient la respiration de l'autre, le rythme intime de leur souffle, les mouvements de leur corps, à travers le mur mince la nuit, quand les coyotes affamés, sauvages et nombreux pleuraient et hurlaient comme des bébés abandonnés, torturés et désespérés dans l'obscurité totale de la plaine environnante, et cette présence silencieuse, cette respiration partagée, vivante et rassurante, suffisait étrangement à apaiser leurs angoisses nocturnes, à calmer leurs démons intérieurs, à chasser les cauchemars et à combler le vide immense, béant et glacé de leur vie solitaire. Un matin glacial, blanc de givre, figé et cristallin, où le froid pénétrait les os et gelait la laine, elle lui apporta sur le porche un bol de ragoût fumant si épais, riche,
chaud et nourrissant que la cuillère en bois tenait debout toute seule au milieu de la viande et des légumes, et il profita de cet instant de calme relatif, de pause et de chaleur bienvenue pour lui demander, osant enfin briser le silence tabou sur ce sujet délicat, pourquoi elle voulait si ardemment, si viscéralement, si obsessionnellement une fille et non un fils pour l'aider, ce à quoi elle répondit, assise près de lui sur les marches du porche balayé par un vent mordant qui brûlait les joues et faisait pleurer les yeux, que le monde était cruel, injuste, violent, prédateur et impitoyable pour les filles comme elle, celles qui étaient grandes, bruyantes, intelligentes, fortes, différentes et indépendantes, et que la société, les hommes, les traditions et les conventions cherchaient constamment, depuis la nuit des temps, à les briser, à les faire taire, à les soumettre, à les humilier ou à les forcer à rétrécir, à se courber pour rentrer dans des cases trop petites, étroites et étouffantes. Élie regarda le givre qui brillait magnifiquement comme du verre pilé et des diamants froids sur l'herbe morte du pâturage et déclara d'une voix sourde, grave, profonde, presque pour lui-même mais destinée à elle, qu'au lieu de lui apprendre à ne pas rétrécir, à se cacher et à subir, il voulait lui apprendre à porter des coups, à se défendre, à attaquer si nécessaire, à rendre l'appareil et à ne jamais baisser les yeux, et dans le silence lourd, profond, dense et chargé de sens qui suivit cette affirmation audacieuse et révolutionnaire, quelque chose d'imperceptible, de fragile, de ténu, de nouveau mais de terriblement réel changea entre eux, un début de connexion spirituelle, une alliance tacite, solide et profonde qui n'était pas encore de l'amour passionnel et romantique mais qui y ressemblait étrangement, en avait la force, la couleur et la promesse. Cette nuit-là, alors qu'Élie coupait du bois dans l'obscurité totale et le froid pour calmer ses nerfs à vif, occuper ses mains et épuiser son corps tendu par l'insomnie, des phares aveuglants, jaunes et agressifs percèrent la nuit noire et un camion bruyant, rugissant comme une bête mécanique enragée, arriva en trompe dans la cour, soulevant la poussière, conduisant Jared Holt, le cousin riche, méchant, mesquin, arrogant, jaloux et dangereux du défunt mari de Maeve, qui sortit de son véhicule, rutilant en souriant comme un serpent venimeux et confiant dans des vêtements du dimanche impeccables et amidonnés pour revendiquer la terre qu'il estimait sienne par droit de sang, par avidité et par mépris des femmes. Maeve sortit immédiatement de la maison, sans hésiter, armé d'un fusil chargé et prêt à tirer et d'un calme glacial, absolu et terrifiant qui aurait fait reculer une armée entière de soldats aguerris, et lui donna 10 secondes précises, comptées mentalement et froidement, pour quitter sa propriété, ses terres et sa vie avant qu'elle n'ouvre le feu sans sommation et sans remords, mais avant que la situation ne dégénère en carnage sanglant et irréversible, Élie s'interposa calmement, lentement. Avec sa pelle à la main comme seule arme, sans crier, sans gesticuler, sans trembler, avec la détermination tranquille, posée, suicidaire et effrayante d'un homme qui a décidé au plus profond de lui-même, dans ses tripes, que perdre, fuir et se soumettre n'était plus, et ne serait plus jamais, une option envisageable dans sa vie. Jared, arrogant, sûr de sa force, de son argent et de son impunité, demanda avec un rire moqueur, gras et méprisant s'il pensait réellement, sérieusement, lui faire peur avec sa pauvre pelle de jardinier, et Élie répondit en le regardant droit dans les yeux, sans ciller, sans baisser le regard, avec une intensité mortelle et une voix d'outre-tombe, qu'il ne cherchait pas à l'effrayer, mais qu'il était la seule, l'unique, la dernière et la fragile raison pour laquelle Jared respirait encore à cet instant précis, que sa vie ne tenait qu'à un fil, une menace voilée, calme, philosophique mais absolument mortelle qui effaça instantanément le sourire suffisant, stupide et gras de l'intrus qui, sentant le danger réel, la folie et la mort planer, finit par remonter dans son camion précipitamment, en panique, et partir en faisant crisser ses pneus, humilié, furieux et vaincu sans avoir combattu. Maeve s'approcha lentement de lui, le regarda intensément, profondément, longuement, comme si elle le voyait vraiment pour la première fois sous un jour nouveau, découvrant l'homme sous la ruine, et demanda s'il était sérieux dans ses propos et ses menaces, et Élie répliqua simplement, rangeant sa pelle avec un geste machinal, qu'il ne disait jamais les choses 2 fois, que sa parole était d'or, alors elle hocha la tête en signe de respect profond, d'approbation totale et de reconnaissance. Muette, et ce soir-là, pour la première fois depuis leur mariage étrange et arrangé, elle laissa la porte de sa chambre grande ouverte, l'invitant silencieusement, pudiquement et symboliquement à entrer dans son espace sacré, privé et intime, et Élie Callahan ne dormit pas sur le sol froid, dur et solitaire de la maison, mais trouva sa place. Le lendemain matin, rien ne fut dit, pas un mot, sur ce changement sismique, fondamental et irréversible dans leur relation et leur intimité. Maeve vaqua à ses occupations habituelles avec sa rigueur coutumière, mécanique et disciplinée, allumant le feu dans la cheminée pour chasser le froid de l'aube et préparant le petit déjeuner copieux, et servit du pain de maïs chaud et doré à Élie en lui ordonnant de manger comme si rien n'avait changé, comme si la nuit n'avait pas existé, pourtant tout était différent, l'air avait changé, l'atmosphère était chargée d'une électricité nouvelle,
dense et vibrante alors que leurs genoux se frôlaient timidement, maladroitement, doucement et électriquement sous la petite table en bois de la cuisine. Mav n'attendait pas de promesses romantiques, de poèmes lyriques, de fleurs des champs ou de déclarations enflammées et théâtrales, mais elle l'observait attentivement, scrutant chaque geste, chaque regard, chaque silence, pour voir s'il allait disparaître, prendre la fuite, regretter ou changer d'avis maintenant qu'il était entré dans son intimité, qu'il avait franchi la barrière, qu'il avait vu ses failles et ses cicatrices, mais il resta, solide comme un roc, ancré, fidèle, présent et aimant. Une semaine plus tard, ils avaient trouvé un rythme de vie confortable, efficace, productif et harmonieux, travaillant dur côte à côte dans les champs sous le soleil ou la pluie et parlant peu, économisant leurs mots pour l'essentiel, mais échangeant des vérités brutales, sincères, douloureuses et sans filtre sur leur passé lors de rares moments de répit, lui expliquant les yeux dans le vide qu'ils ne buvaient plus une seule goutte d'alcool, pas même une bière, car l'ivresse, le vice est là. Bouteille avait détruit son frère bien-aimé et brisé sa famille, et elle racontant sans émotion apparente, d'une voix neutre, froide et factuelle, que son premier mari était mort ivre, stupidement, lâchement, ayant cru bêtement et avec arrogance pouvoir vaincre un blizzard, le froid polaire et la nature déchaînée qui ne pardonne aucune erreur. C'est ainsi, dans ce partage de cicatrices, de douleurs, de secrets et de silences habités, qu'ils apprirent lentement, jour après jour, à s'aimer, non avec des fleurs, des chocolats, des poèmes ou des cadeaux futiles et matériels, mais avec la vérité nue, crue, essentielle et solide, construisant un amour durable comme la pierre de leur maison, jusqu'au jour sombre où Ellie trouva une note menaçante, sinistre, lâche, écrite à l'encre rouge sang et clouée violemment sur un poteau dans le pâturage. Et, affirmant qu'il avait pris ce qui ne lui appartenait pas et qu'il allait payer le prix fort, très fort. Il brûla la note dans le feu de la cheminée sans rien dire à Mav, gardant le secret pour ne pas l'inquiéter inutilement ou troubler sa paix fragile, mais passa la soirée entière, silencieux, sombre et concentré, à aiguiser sa hache avec une minutie obsessionnelle, méthodique, rituelle et effrayante, comme une tempête en préparation accumulant son énergie, mentant pour la première fois à Mav, les yeux dans les yeux, quand elle demanda ce qui se passait. Cette nuit-là, sentant son trouble, sa tension palpable et son inquiétude muette, elle lui prit la main dans l'obscurité de leur chambre, un geste simple, tendre, inattendu mais bouleversant d'intimité et de soutien, et 2 semaines plus tard, l'impensable, le miracle, l'impossible se produisit, Mav manqua les corvées du matin, elle qui était toujours, invariablement, la première levée avant même le soleil et le chant des coqs, et Ellie, paniquée, la trouva au lit, pâle, fébrile, tremblante et en sueur, la main posée protectrice sur son ventre, annonçant d'une voix faible, rauque et qui tremblait légèrement d'émotion qu'elle pensait être enceinte, qu'elle portait la vie. Ellie resta figée un instant, le choc, la peur et la joie le paralysant simultanément, avant de s'agenouiller doucement, avec un respect infini, près du lit et d'embrasser ses jointures avec une tendresse infinie, maladroite et dévote, réaffirmant sa promesse solennelle, sacrée et éternelle de ne jamais partir quoi qu'il arrive, ce qui adoucit le regard de fer, de glace et de feu de Mav pour la toute première fois depuis leur rencontre, révélant une vulnérabilité, une peur et une humanité cachées. Sous l'armure. La ville, toujours prompte à juger, à critiquer, à détruire, à salir et à jalouser, explosa de rumeurs malveillantes, de méchanceté gratuite, de rires moqueurs et de commérages sordides, disant dans les salons et les bars que ce n'était pas son bébé, qu'elle l'avait piégé, qu'il était cocu, idiot ou qu'elle était trop vieille, usée, sèche et stérile pour porter un enfant viable, mais Mav portait sa grossesse avec fierté, arrogance, majesté et dignité comme une armure étincelante défiant le monde entier, la morale et la nature, et Ellie marchait à ses côtés comme un bouclier vivant, un gardien silencieux, fidèle et dangereux, prêt à parer tous les coups, à encaisser toutes les insultes et à faire taire les mauvaises langues par la force si nécessaire. Lorsque Madame Talbot, la mégère et langue de vipère du village, fit une remarque désobligeante, cruelle, acide et publique au magasin général sur les bébés miracles conçus dans la boue et le péché, Ellie posa calmement, doucement et lentement son sac de pommes de terre sur le comptoir, se tourna vers elle avec un calme olympien et un regard noir comme l'enfer et menaça d'une voix douce, basse, presque inaudible mais absolument terrifiante, glaciale et définitive d'oublier toute gentillesse. Toute éducation, toute morale et toute retenue si elle osait parler encore, respirer trop fort ou prononcer un seul mot de plus sur sa femme, plongeant le magasin bondé dans un silence de mort, lourd, oppressant et total où même les planches du parquet semblaient retenir leur souffle de peur panique, et à la sortie, sous le soleil éblouissant, Mav prit son petit doigt et lui dit avec un rare sourire complice, fier, amoureux et victorieux qu'il était doué pour ça, qu'il était son homme. Mais la paix fut de courte durée sur ces terres hostiles, sauvages, disputées et convoitées, car Jared Holt,
n'ayant pas digéré son humiliation publique, rongé par la rancune et consumé par la haine et la jalousie maladive, revint au milieu de la nuit sans lune, noir comme de l'encre, avec 3 hommes de main mercenaires, armés jusqu'aux dents, ivres de rage, de vengeance et d'alcool bon marché, mettant le feu à la clôture et pour les faire sortir de la maison par la terreur comme des rats. Piégés dans un terrier enfumé. Mav, n'écoutant que son courage légendaire, sa folie guerrière et son instinct maternel de protection, sortit en tempête avec son fusil à la main, sa chemise de nuit trempée par l'eau glacée du puits pour se protéger des flammes et de la chaleur intense, criant face au brasier qui montait vers le ciel que la terre était à elle, uniquement à elle et qu'elle mourrait pour elle, mais Jared rit cruellement, sadiquement et diaboliquement depuis les ombres, invisible et menaçant, en promettant la mort, le sang et l'enfer à l'enfant à naître et à ses parents. C'est alors, dans ce chaos de feu, de fumée, de cris et de violence, qu'Ellie surgit de la lumière orange et dansante des flammes tel un démon vengeur sorti des enfers, pieds nus sur la terre brûlante, coupante et jonchée de braise, torse nu et couvert de sueur et de suie, les mains en sang après avoir brisé une fenêtre à main nue pour atteindre le tuyau d'arrosage, déclarant d'une voix puissante, calme et terrible qui glaça le sang des assaillants qu'il avait fini, définitivement fini de jouer les humbles, les gentils, les victimes et les pacifistes. Ce qui suivit ne fut pas une simple bagarre de bar, une échauffourée confuse ou une dispute, mais un règlement de compte méthodique, violent, chorégraphié et chirurgical où Ellie, calme, précis, rapide et terrifiant comme la mort elle-même, tira avec une maîtrise parfaite et sans trembler dans la jambe du premier et l'épaule du deuxième homme de main, les neutralisant instantanément dans des cris de douleur, faisant fuir le troisième dans la nuit noire et la panique totale avant même qu'il ne lève son arme, laissant Jared seul, sans soutien, isolé, pathétique, abandonné et tremblant de peur face à la mort qui le regardait en face dans les yeux d'Ellie. Ellie, maître absolu de la situation et du destin, ordonna à Jared de partir immédiatement, de disparaître, en le prévenant avec une froideur absolue, une voix d'outre-tombe et un regard de tueur que la prochaine fois, il ne rentrerait pas chez lui en boitant, blessé, mais dans une boîte en pain clouée, froid et mort, et Mav s'avança à ses côtés, telle une valkyrie vengeresse, avec un second fusil chargé et braqué pour confirmer la menace et sceller le destin, forçant Jared à repartir à pied. Sans son camion, humilié, vaincu, brisé et seul dans la nuit hostile. Une fois le danger immédiat passé, le feu éteint et le silence revenu, à l'intérieur de la maison qui sentait encore la fumée âcre, la peur, la sueur et la poudre brûlée, Mav tremblait de tout son corps, l'adrénaline retombant brutalement et laissant place à l'épuisement, et avoua à Ellie dans un souffle, les larmes aux yeux, qu'elle avait peur, non pas de Jared, de ses hommes de main ou de la mort, mais de l'intensité effrayante, dévorante, absolue et incontrôlable de son amour pour lui, et Ellie l'embrassa doucement, longuement, tendrement sur le front pour apaiser ses craintes, ses tremblements et sceller leur union indissoluble dans le sang et le feu. Elle lui demanda alors, dans un murmure fragile, émouvant et presque enfantin, de l'épouser à nouveau, mais correctement cette fois, avec le respect, la beauté, la sincérité et l'amour qu'il méritait enfin après tant d'épreuves, et ils se marièrent une seconde fois cet automne-là, sous un ciel bleu pur et profond, sans invité hypocrite ni témoins inutiles, pieds nus dans un cercle sacré, magique et intime de tournesol sauvage géant que Mav avait fait pousser avec patience et amour à partir des graines précieuses de sa mère décédée, échangeant des alliances de famille chargées d'histoire, de mémoire, de poids et de sens, et prononçant des vœux profonds, sincères, éternels et vibrants de soutien mutuel, de fidélité absolue et de force indestructible face au monde entier. Le bébé, la petite June, arriva trop tôt, beaucoup trop tôt, lors d'une tempête de neige glaciale, violente, hurlante et apocalyptique qui frappait contre les murs de la maison isolée comme une bête sauvage et affamée cherchant à entrer pour dévorer la vie, et Mav souffrit le martyre en silence, les dents serrées, refusant de crier ou de se plaindre pour ne pas montrer de faiblesse à la mort qui rôdait dans la pièce, broyant les mains d'Ellie jusqu'à l'os dans une étreinte douloureuse. Surhumaine et désespérée, jusqu'à 3h14 du matin, heure fatidique, mystique et bénie à laquelle leur fille vint enfin au monde, rouge de colère, vivante, combattante, poings serrés et hurlant aussi fort que le vent extérieur pour affirmer son existence et sa force face aux éléments. Ils la nommèrent June, un nom doux, chaud et solaire, en souvenir du mois où la mère de Mav était morte et du seul mois chaud, clément, lumineux et vivable dans cet état du Wyoming si rigoureux, froid et dur, et Ellie jura au milieu de la tempête, en tenant ce petit être fragile, glissant, minuscule et brûlant de vie contre son cœur battant, qu'il lui apprendrait à riposter à la vie, à se battre, à ne jamais subir et à ne jamais se laisser faire, tandis que Mav, épuisée, en sang, pâle comme un linge mais radieuse de bonheur et de triomphe, promettait de lui apprendre à ne jamais s'excuser d'être forte, puissante, ambitieuse et libre. Le ranch changea imperceptiblement mais profondément,
radicalement et définitivement après cette naissance miraculeuse, le travail restait brutal, ingrat, dur, physique et les journées interminables, mais les rires, absents depuis si longtemps de ces murs froids et tristes, revinrent habiter la maison de pierre, résonnant dans les couloirs, Mav se mettant à chanter Phomé avec une joie contagieuse, pure et vibrante en cuisinant et Ellie écrivant secrètement, la nuit à la lueur tremblotante d'une bougie, des notes de sagesse, d'amour, de philosophie et de conseils pour June dans un petit carnet caché sous le matelas, au cas où il partirait trop tôt et la laisserait seule face au monde. 3 mois plus tard, le shérif vint annoncer, chapeau bas, l'air grave, gêné et solennel, que Jared Holt était mort, noyé misérablement, bêtement et sans gloire dans son propre puits alors qu'il était ivre mort et seul, mais Ellie, lucide, pragmatique, réaliste et ne croyant pas aux contes de fées ou aux fins heureuses faciles, savait au fond de lui, avec une certitude absolue, que la haine tenace, ancestrale, familiale et virale de Jared survivrait à son corps pourri et attendrait patiemment. Dans l'ombre, la moindre fissure, la moindre faiblesse, le moindre relâchement pour ressurgir et frapper à nouveau plus fort. Mav, visionnaire et protectrice, décida alors avec fermeté qu'ils ne laisseraient aucune fissure à leurs ennemis, aucune prise au malheur, aucune brèche dans leur forteresse familiale, et le printemps suivant, ils emmenèrent fièrement June en ville pour la première fois, comme un trophée de vie et de victoire, où le silence se fit immédiatement et totalement sur leur passage car le bébé ressemblait trait pour trait à Ellie, avec les mêmes yeux profonds, calmes, insondables et sérieux, faisant taire instantanément, définitivement et cruellement les rumeurs de bâtardise, d'adultère et de scandale. Mav mit Madame Talbot au défi du regard, un regard d'acier tranchant, de dire un seul mot de travers, et en sortant du magasin, la tête haute, victorieux, intouchable et le cœur léger, Ellie souhaita à voix haute que June grandisse pour être exactement comme sa mère, une force de la nature indomptable et magnifique, ce que Mav contesta avec son humilité habituelle, bourrue, sincère et aimante. Une nuit d'été douce, parfumée aux herbes sauvages, au foin coupé et à la terre chaude, Ellie et Mav s'assirent sur le porche avec June endormie paisiblement et une couverture partagée, regardant les lucioles danser dans l'obscurité comme des milliers d'étoiles tombées sur terre pour eux, créant un spectacle féerique, et Ellie demanda, inquiet pour l'avenir incertain et menaçant, si leur fille s'en sortirait dans ce monde dur, injuste, violent et impitoyable, ce à quoi Mav répondit avec une certitude absolue, inébranlable, prophétique et maternelle qu'elle serait trop pour ce monde, qu'elle le dépasserait, le dompterait, le changerait et le mettrait à genoux. Le lendemain, une lettre anonyme, lâche, perfide et menaçante, clouée à la clôture revendiqua à nouveau ce que Jared avait laissé, une menace fantôme venue d'outre-tombe ou de sa famille maudite, et Mav la lut, la froissa avec rage et la brûla dans l'évier de la cuisine, regardant les cendres disparaître, avant de garder le silence complet, total et effrayant pendant 2 jours entiers, un calme avant la tempête, lourd, pesant et électrique, qui inquiéta Ellie plus que les mots, les cris ou les pleurs. Il renforça immédiatement la sécurité du périmètre, vérifiant chaque clôture, aiguisa les outils, les couteaux et les haches jusqu'à ce qu'il rase les poils du bras et chargea tous les fusils de la maison, prêts à la guerre, et Mav finit par dire, brisant son mutisme avec une voix blanche, qu'il fallait survivre à ces hommes, les surpasser en enseignement, en intelligence, en stratégie, en ruse et en amour, affirmant avec force et conviction que June était la raison, la seule et unique raison valable pour laquelle il tenait bon face à l'adversité, à la haine, à la violence et à la mort. 5 nuits plus tard, une tentative d'incendie lâche et nocturne servit de diversion pour des assassins professionnels, froids, payés, étrangers et calculés, envoyés par le frère vengeur et invisible de Jared pour s'en prendre à la petite fille innocente et détruire leur bonheur fragile, mais Ellie et Mav, parfaitement synchronisés comme 2 rouages d'une même machine de guerre bien huilée, connaissant leur terre par cœur, neutralisèrent les attaquants avec une efficacité redoutable, militaire, brutale et sans pitié. Ellie, furieux, protecteur, enragé et terrifiant, apprit de l'un des hommes à terre, blessé, saignant, pleurant et suppliant pour sa vie misérable, que le frère de Jared voulait donner un nom quiconque à la terre, ce à quoi Mav répondit en tirant froidement, sans ciller, une balle dans la terre à quelques centimètres de sa tête, le faisant sursauter de terreur pure et uriner sur lui-même, qu'il lui avait déjà donné un nom et que c'était suffisant, définitif et non négociable. L'homme s'enfuit en boitant, terrifié, brisé, humilié et pleurant comme un enfant, et Mav, épuisé par tant de violence, de sang, de haine et de tension nerveuse, demanda d'une voix brisée, fatiguée et lointaine si on pouvait élever June sans qu'elle porte tout ce poids de haine, de violence, de passé et de vendetta sur ses frêles épaules d'enfant innocente, et Ellie répondit avec une sagesse profonde, calme et philosophique qu'il l'élevait non pour porter ce poids comme un fardeau écrasant, mais pour le briser définitivement, changer l'histoire, arrêter le cycle de la violence et créer un monde nouveau.
La semaine suivante, pour marquer ce nouveau départ, cette victoire et cette affirmation de soi, ils installèrent un magnifique portail en bois massif, sculpté et verni, portant le nom Callahan Ridge, maison de June, née du feu et élevée par la tempête, gravée profondément dans le bois dur pour l'éternité et pour que tous sachent à qui appartenait cette terre. 10 années passèrent comme un souffle rapide, fugace et léger dans le vent des plaines et June devint plus grande, plus forte, plus vive, plus belle et plus intelligente que la plupart des garçons de son âge, montant à cheval avec audace sans celle comme une Amazone sauvage, tirant parfaitement au fusil avec une précision d'élite digne de son père et lisant des livres complexes, philosophiques et scientifiques bien au-delà de son âge, totalement indifférente aux critiques, aux jalousies, aux rumeurs et aux regards de la ville car sa mère lui répétait chaque jour, inlassablement, comme un mantra sacré et puissant, qu'elle était forgée comme le fer, trempée dans le feu et que rien ni personne ne pouvait la briser. Chaque soir, Mav lui rappelait en l'abordant dans son lit avec tendresse que le monde avait peur des filles qui ne bronchent pas face à l'adversité, à la douleur et à l'injustice, et June répondait invariablement, avec un sérieux d'adulte et une détermination farouche dans ses yeux clairs, qu'elle ne broncherait jamais, quoi qu'il arrive, qu'elle resterait debout et fière. Un jour d'automne doré, alors que les feuilles changeaient de couleur et que l'air devenait vif et pur, June demanda curieusement, avec l'innocence de la jeunesse, pourquoi Mav avait choisi Ellie parmi tous les hommes disponibles, riches et puissants de la région, et il répondit simplement, avec un sourire tendre, triste et nostalgique, qu'il avait besoin d'elle pour survivre, pour respirer et pour être un homme, et qu'elle avait besoin de quelqu'un qui ne fuirait pas, qui resterait, solide. Comme un arbre, devant les difficultés, les tempêtes et les démons, ajoutant qu'il ne courait que vers elle, jamais loin d'elle. Mav mourut un matin de printemps lumineux, doux et parfumé, assise paisiblement dans son fauteuil préféré face à la fenêtre ouverte sur ses terres, entourée de l'odeur sucrée des lilas en fleurs et du chant joyeux des oiseaux, et Ellie, dévastée, le cœur en miettes, amputée de sa moitié mais digne dans sa douleur immense et silencieuse, l'enterra sous les tournesols géants où il s'était marié autrefois, gravant lui-même la pierre tombale de ses mains tremblantes pour celle qui était là. Bâtisseuse de géants, son âme sœur, sa reine et l'amour unique et absolu de sa vie entière. Le jour de ses 18 ans, June, devenue une femme magnifique, forte, éduquée et redoutable, annonça à son père vieillissant, courbé mais toujours solide, qu'elle partait pour apprendre, découvrir le vaste monde, étudier, comprendre et mieux se battre pour ses convictions et sa liberté, et Ellie, les yeux adoucis par les larmes retenues, la tristesse du départ et la fierté paternelle immense, lui dit que sa mère, de là-haut, serait immensément, infiniment et éternellement fière d'elle et de la femme extraordinaire qu'elle était devenue grâce à leur amour et leur éducation. Elle lui dit qu'elle l'aimait d'une voix brisée par l'émotion et les adieux déchirants, et Ellie la serra fort, désespérément, violemment contre lui, voulant imprimer ce moment, cette odeur, cette force et cette chaleur dans sa mémoire pour toujours, en murmurant à son oreille qu'il n'avait jamais eu besoin d'une fille forte au départ, qu'il voulait juste la paix et une vie simple, mais qu'il était infiniment heureux, reconnaissant et béni par le ciel d'en avoir reçu une comme elle, une guerrière. Alors qu'elle s'éloignait à cheval dans la poussière dorée et tourbillonnante du matin naissant, vers son destin, Ellie resta debout, immobile comme une sentinelle éternelle et solitaire, près du portail qu'ils avaient construit ensemble de leurs mains, entendant dans le vent qui caressait les plaines et les herbes hautes la voix familière, aimée, rauque et éternelle de Mav lui demandant si elle avait bien élevé leur fille pour qu'elle ne bronche pas, et il murmura en retour, le cœur serré mais plein de gratitude, de paix, de devoirs accomplis et d'accomplissement, qu'ils avaient réussi, ensemble, au-delà de toute espérance, et que l'héritage des Callahan et des Harper était sauf pour toujours, gravé dans le cœur de June et dans la mémoire de la terre.